m'appelle Kennedy et je suis propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe. Il y a 3 ans, mon mari est décédé en réalisant notre rêve. La semaine dernière, je suis entré dans notre hôtel fort vêtu d'une simple robe bleu marine pour honorer sa mémoire. Mon propre directeur m'a giflé et m'a traité de bon à rien. Il n'avait aucune idée de qui j'étais. Mais ce que j'ai découvert dans les 10 minutes qui ont suivi ne lui a pas seulement coûté son emploi. Cela a révélé une trahison si profonde qu'elle a failli détruire tout ce que mon mari avait mis sa vie à construire. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé implique une trahison familiale, de l'argent volé et un rebondissement qui vous laissera sans voix. Cette histoire a changé ma vie et je dois la partager avec vous. Commençons. Je dois vous ramener 3 ans en arrière pour comprendre pourquoi cette gifle signifiait bien plus qu'une simple douleur physique. Il y a 3 ans, j'ai perdu l'amour de ma vie. Mon mari n'était pas seulement mon partenaire dans le mariage. Il était mon partenaire dans tous les rêves que nous avions. Nous sommes partis de rien. Je veux dire absolument rien. Nous étions deux jeunes qui étaient tombés amoureux à l'université, travaillant chacun à 3 emplois juste pour payer le loyer, mangeant des nouilles instantanées pour le dîner la plupart des soirs. Mais nous étions heureux. Nous étions ensemble et nous avions un rêve. Mon mari voulait construire des hôtels. Pas n'importe quels hôtels, mais des endroits où les gens se sentiraient vraiment les bienvenus, où le luxe ne signifierait pas regarder les autres de haut, où toute personne qui franchirait les portes se sentirait importante. Il disait souvent, Kennedy, quand nous aurons réussi, promets-moi de ne jamais oublier ce que c'est que de se sentir invisible. Promets-moi de toujours voir les gens. Je lui ai promis. Je lui ai promis de tout mon cœur. Nous avons passé 10 ans à construire notre premier hôtel à partir de zéro. Nous avons tout fait nous-mêmes. Peindre les murs, nettoyer les salles de bain, monter les meubles dans les escaliers. Mon mari travaillait tous les jours sur le chantier. Il s'occupait de tout. C'était comme ça. Il ne pouvait pas rester assis dans un bureau et déléguer. Il avait besoin d'être là, de toucher chaque brique, de s'assurer que tout était parfait. Puis, un mardi matin, j'ai reçu un appel qui a bouleversé ma vie. Il y avait eu un accident sur le chantier. Une poutre s'était effondrée. Mon mari se trouvait en dessous. Je me souviens avoir laissé tomber le téléphone et m'être mis à courir. J'ai couru 12 pâtés de maison jusqu'au chantier, avec mes chaussures de travail, les poumons en feu, le cœur qui battait à tout rompre dans ma poitrine. Quand je suis arrivé, je l'ai vu allongé là. Et j'ai su. J'ai tout simplement su. Ses derniers mots à l'hôpital, alors qu'il me tenait la main avec le peu de force qui lui restait, étaient simples. Reste humble. Reste gentille. Réalise notre rêve, Kennedy. Ne les laisse pas te changer. 3 heures plus tard, il était parti. J'avais 31 ans et je me retrouvais soudain seul avec un hôtel inachevé et une montagne de dettes. Tout le monde me disait de vendre. Tout le monde me disait de laisser tomber. Sa famille, nos amis, même nos partenaires commerciaux. Ils disaient tous que je ne pouvais pas y arriver seul. Mais ils ne comprenaient pas. Cet hôtel n'était pas seulement un bâtiment. Il représentait tous les sacrifices que nous avions faits, toutes les nuits blanches que nous avions passées à travailler, tous les rêves que nous nous étions chuchotés dans l'obscurité. Je ne pouvais pas le laisser mourir avec lui. Alors, je ne l'ai pas fait. J'ai terminé cet hôtel. Puis, j'en ai construit un autre et encore un autre. 3 ans plus tard, je possédais 5 hôtels de luxe dans tout l'État. J'avais réussi selon tous les critères qui comptent dans le monde des affaires. J'étais riche, j'étais respecté dans le secteur, mais à l'intérieur, j'étais toujours cette femme brisée qui avait perdu tout ce qui comptait. Sans lui, le succès me semblait vide de sens. J'ai toutefois tenu la promesse que je lui avais faite. Je suis resté humble. Je portais des vêtements simples. Je conduisais une voiture ordinaire. Je vivais dans le même appartement que nous avions partagé. Et chaque année, à la date anniversaire de sa mort, je portais du bleu marine, sa couleur préférée sur moi. Il disait que le bleu marine me donnait l'air de l'océan. Calme, profonde et belle, c'est ce qu'il disait. Et je riais, je l'embrassais, et je lui disais qu'il était ridicule. Mon Dieu, je donnerais n'importe quoi pour l'entendre dire cela une fois de plus. Le mois dernier, quelque chose s'est produit qui a tout changé. J'ai reçu une enveloppe à mon bureau. Il n'y avait pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit à la main sur le devant. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier avec un message tapé à la machine. Votre hôtel phare vous vole. Vérifiez les comptes. Ne faites confiance à personne, c'était tout.
Pas de signature, pas d'explication, rien. Pour être honnête, mon premier réflexe a été de la jeter. Je reçois parfois des courriers étranges, des gens qui veulent de l'argent, des gens qui se plaignent, des gens qui pensent savoir mieux que moi comment gérer mon entreprise. Mais cette lettre avait quelque chose de différent. Elle semblait urgente. Elle semblait réelle. J'ai donc fait ce que n'importe quel PDG aurait fait. J'ai vérifié les rapports financiers de l'hôtel Phare. Tout semblait normal. Les revenus étaient stables. Les dépenses étaient dans les limites prévues. Les marges bénéficiaires étaient saines. Mais la lettre disait « Ne faites confiance à personne ». Et cela m'est resté en tête. Si quelqu'un volait, il serait assez intelligent pour que les comptes semblent en ordre. Je devais voir les choses par moi-même, pas à travers des rapports et des chiffres, mais de mes propres yeux. C'est alors que j'ai pris la décision de mener une enquête secrète. J'ai choisi l'anniversaire de la mort de mon mari, 3 ans jour pour jour. Je me suis réveillé ce matin-là et j'ai sorti ma robe bleu marine, celle que je portais souvent pour aller dîner avec lui. Je n'ai mis aucun bijou, à part mon alliance. Je ne me suis maquillé que d'un peu de mascara. Je me suis regardé dans le miroir et je me suis vu tel que j'étais avant. Juste Kennedy, pas Kennedy, la PDG, pas Kennedy, la riche propriétaire d'hôtel. Juste moi. J'ai pris un taxi ordinaire pour me rendre à l'hôtel Phare. Je n'avais pas appelé à l'avance. Je n'avais dit à personne que je venais. Je voulais voir comment mon personnel traitait les clients ordinaires, ceux qui entraient dans l'hôtel depuis la rue à la recherche d'une chambre, ceux qui n'arrivaient pas en limousine ou en costume de marque. Je voulais voir si nous honorions la vision de mon mari ou si nous étions devenus exactement ce qu'il n'avait jamais voulu que nous soyons. Quand je suis arrivé à l'entrée, le portier était là, en train de faire défiler son téléphone. Je me suis approché de la porte et il n'a même pas levé les yeux. Il ne m'a pas ouvert la porte. Je suis resté là un moment à attendre et il a continué à faire défiler son téléphone. J'ai donc ouvert la porte moi-même et je suis entré dans le hall. Le hall était magnifique. Sols en marbre, lustres en cristal, fleurs fraîches partout. Mon mari avait conçu cet espace. Il avait choisi chaque détail. Debout là, je pouvais presque le sentir à côté de moi, me montrant l'architecture, m'expliquant pourquoi il avait choisi cette nuance particulière de crème pour les murs. Le souvenir était si douloureux que j'ai dû fermer les yeux un instant. Quand je les ai rouverts, j'ai vu la réception. 2 réceptionnistes se tenaient là, discutant entre elles, riant de quelque chose sur l'un de leurs téléphones. Je me suis approché et je suis resté là à attendre qu'elles me remarquent. Elles ont continué à parler. Je me suis éclairci doucement la gorge. Rien. J'ai attendu 5 bonnes minutes et elles m'ont complètement ignoré. Puis un couple est entré derrière moi. Des bagages de marque, des vêtements coûteux. La femme portait des lunettes de soleil qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Immédiatement, les 2 réceptionnistes se sont mis en action. Grand sourire, salutations enthousiastes, se bousculant pour les aider. Je me suis écarté et je les ai regardés s'enregistrer avec des serviettes chaudes, du champagne gratuit, un accompagnement personnel jusqu'à leur chambre. Quand ils sont partis, je me suis approché à nouveau du comptoir. L'une des réceptionnistes m'a enfin regardé et je n'oublierai jamais l'expression de son visage. De la pure agacement, comme si ma simple présence venait perturber sa journée. Elle a soupiré et m'a dit « Oui, que voulez-vous » J'ai souri poliment et j'ai répondu « Bonjour, j'aimerais avoir des informations sur vos chambres, s'il vous plaît. » Elle m'a regardé lentement de haut en bas, ses yeux s'attardant sur ma simple robe bleu marine, mon absence de bijoux, mon sac à main ordinaire. Puis elle a dit « Nos chambres commencent à 500 $ la nuit. Pouvez-vous vous le permettre ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. Non pas parce que je ne pouvais pas me le permettre. J'étais propriétaire de l'immeuble, mais à cause de la façon dont elle l'avait dit, du mépris dans sa voix, de l'hypothèse que j'étais trop pauvre pour avoir ma place ici. Je repensais à toutes les fois où mon mari et moi avions été traités de cette manière lorsque nous étions en difficulté, lorsque nous entrions dans des endroits chics pour rêver de notre avenir et que les gens nous regardaient comme si nous étions des moins que rien. Je gardai mon sang-froid et répondis « Oui, en fait, j'aimerais voir les informations sur vos options. » Elle se mit à rire. Elle rit juste devant moi et dit « Nous ne perdons pas de temps avec les curieux. Si vous n'avez pas l'intention de réserver, veuillez vous écarter. »
C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait sursauter. Elle portait une montre de marque. J'ai reconnu la marque car je l'avais moi-même regardée une fois. Cette montre coûtait au moins 8 000 $. Je savais exactement combien je payais mes réceptionnistes et il était impossible qu'elle puisse s'offrir cette montre avec son salaire. Pas légalement. Mes soupçons ont donc commencé à grandir. J'ai dit fermement, « Je voudrais parler à votre responsable, s'il vous plaît. » La réceptionniste a souri et a échangé un regard avec sa collègue. « Oh, vous allez le regretter, » a-t-elle dit en décrochant le téléphone. Quelques minutes plus tard, un homme est sorti du bureau. Le directeur Andrew. Je l'avais embauché moi-même il y a 2 ans. Il avait d'excellentes références, un CV impressionnant et il avait bien réussi son entretien. Je lui avais confié la gestion de mon établissement phare, l'hôtel qui comptait le plus pour moi, car mon mari l'avait conçu. Andrew s'est approché du bureau et m'a regardé de la même manière que la réceptionniste, avec un dégoût total. Il portait un costume coûteux, parfaitement taillé, et ses chaussures à elles seules coûtaient probablement 2 000 $. Il a croisé les bras et m'a demandé « Quel est le problème ?» J'ai pris une inspiration et j'ai répondu calmement. « Je souhaite réserver une suite, mais j'ai du mal à obtenir des informations. » Il m'a interrompu avant que je puisse terminer. « Regardez-vous, a-t-il dit d'une voix pleine de mépris. Vous pensez avoir votre place ici? C'est un hôtel 5 étoiles. » Les autres clients dans le hall commençaient à nous regarder. Les membres du personnel se rassemblaient à proximité et j'entendais certains d'entre eux ricaner. Mon visage brûlait d'humiliation. Mais sous le coup de l'embarras, je remarquais tout. La montre d'Andrew, une Rolex, une vraie, pas une contrefaçon. Je m'y connaissais en montre. Il avait au moins 30 000 $ au poignet. J'ai essayé de garder une voix calme. J'ai de l'argent. Je peux payer une chambre. Andrew s'est approché de moi, envahissant mon espace, utilisant sa taille pour m'intimider. C'est un hôtel 5 étoiles, pas un refuge caritatif. Nous avons des normes ici. Nous avons une certaine clientèle et franchement, vous ne répondez pas à nos exigences. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. C'était de mon hôtel, le rêve de mon mari. Et cet homme me traitait comme un moins que rien parce que je n'avais pas l'air assez riche. J'ai dit doucement, « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de… » C'est alors que cela s'est produit. La main d'Andrew s'est levée rapidement et m'a frappé au visage. La gifle a résonné dans le hall comme un coup de feu. Ma tête s'est tournée sur le côté, ma joue a explosé de douleur, mes yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Pendant un instant, tout est devenu silencieux. Puis j'ai entendu à nouveau sa voix, forte et cruelle. « Sortez, sale mendiante. Sécurité, faites sortir cette femme des lieux. » Je suis resté là, la main sur ma joue brûlante, les larmes coulant sur mon visage. Mais je ne pleurais pas à cause de la douleur. Je pleurais de rage. Cet homme venait de m'agresser dans mon propre hôtel, dans le bâtiment que mon mari avait créé, dans le hall qu'il avait conçu de ses propres mains. Je me suis retourné et je suis sorti avant que la sécurité ne puisse me toucher. Je suis allé directement dans ma voiture, je suis monté et je suis resté assise là, tremblante. Tout mon corps tremblait de colère. Je me suis regardé dans le rétroviseur et j'ai vu la marque rouge qui s'étalait sur ma joue. Puis j'ai pris une décision. Tout cela allait prendre fin aujourd'hui. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé mon premier appel à mon détective privé. Je veux tout savoir sur Andrew Harrison, le directeur de mon hôtel phare. Tout. Compte bancaire, propriété, relations sociales. Je veux tout cela dans 1 heure. J'ai ensuite appelé mon chef de la sécurité. Récupérez toutes les images de vidéosurveillance de l'hôtel phare des 6 derniers mois. Concentrez-vous sur le bureau du directeur, les salles de stockage, tous les endroits où le personnel se rend et que les clients ne voient pas. Envoyez-moi tout cela immédiatement. J'ai ensuite appelé mon comptable. J'ai besoin d'un audit complet de l'hôtel phare. Chaque transaction, chaque facture, chaque paiement au fournisseur. Je veux tout voir. Laissez tout tomber et faites-le immédiatement. Je me suis ensuite assise dans la voiture et j'ai attendu. Ma joue me lançait. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon esprit était clair comme de l'eau de roche. Il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas dans mon hôtel, et j'allais découvrir quoi. Exactement 53 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était mon enquêteur, et ses premiers mots ont été « Pouvez-vous vous asseoir? J'étais déjà assis, mais j'ai quand même agrippé le volant. Dites-moi. »
Ce qu'il m'a dit dans les 5 minutes qui ont suivi m'a glacé le sang. Andrew détournait de l'argent depuis 18 mois. Il avait créé de fausses factures de fournisseurs pour des fournitures qui n'avaient jamais été livrées. Il avait ajouté des employés fantômes à la liste des salariés et encaissé leur salaire. Il avait détourné de l'argent provenant des paiements des clients. Le montant total qu'il avait volé s'élevait à plus de 2 millions de dollars. Mais ce n'était pas le pire. L'enquêteur a dit que Kennedy ne travaillait pas seul. J'ai retracé les transferts d'argent. La plupart des fonds volés ont été versés sur un compte appartenant à Gregory Patterson. Gregory Patterson, mon beau-frère, le frère aîné de mon défunt mari, l'homme qui avait assisté aux funérailles de mon mari, les larmes coulant sur son visage. L'homme qui m'avait prise dans ses bras et m'avait promis de toujours me protéger. L'homme qui siégeait à mon conseil d'administration parce que je lui faisais entièrement confiance. C'est impossible, ai-je murmuré. Gregory ne ferait pas ça. Il y a plus, m'a interrompu l'enquêteur. J'ai récupéré les SMS échangés entre Andrew et Gregory. Kennedy, il planifiait cela depuis des mois. Il voulait épuiser les ressources de l'entreprise, créer suffisamment de dettes pour vous forcer à vendre. Ensuite, Gregory prévoyait d'acheter toute la chaîne à une fraction de sa valeur. Il m'a envoyé des captures d'écran. Je les ai lues les mains tremblantes. Des messages entre Andrew et Gregory qui se moquaient de moi, me traitant de veuve émotive, disant que j'étais trop stupide et accablé par le chagrin pour remarquer quoi que ce soit, faisant des blagues sur mon mari. Un message de Gregory disait « Mon idiot de frère est mort pour ce rêve, et maintenant sa pathétique épouse va me le servir sur un plateau d'argent. » Je me suis assise dans cette voiture et j'ai crié. J'ai crié fort et longtemps, jusqu'à en avoir mal à la gorge. Ils s'étaient moqués de mon mari. Ils s'étaient moqués de sa mort. Ils avaient traité ses rêves de stupides et ils avaient systématiquement détruit tout ce qu'il avait construit, tout ce pour quoi je m'étais battu pendant 3 ans. Puis je me suis souvenu de sa voix, de ses derniers mots. Reste humble, reste gentil. J'ai essuyé mes larmes, j'ai regardé mon reflet et j'ai pensé, je serai gentil avec ceux qui le méritent, mais avec ceux qui ont craché sur la tombe de mon mari, je serai la justice incarnée. Je suis sorti de la voiture et je suis retourné à l'hôtel. Cette fois, je n'étais pas nerveuse. Je n'avais pas peur. J'étais une tempête et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Andrew m'a vu revenir et son visage s'est déformé de rage. Encore toi? Je t'avais dit de... J'ai levé la main et j'ai dit calmement, j'ai une question à te poser, Andrew. Il a croisé les bras, agacé. Fais vite. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, depuis combien de temps travailles-tu avec Gregory? Son visage a immédiatement changé. Il est devenu livide. Ses yeux se sont écarquillés. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. On aurait dit que quelqu'un venait de lui donner un coup de poing dans le ventre. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-il finalement balbutié, mais sa voix tremblait. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré des captures d'écran, les virements bancaires à son nom, les SMS entre lui et Gregory, les fausses factures, tout. Ses jambes tremblaient. Je l'ai vu tendre le bras pour se stabiliser contre le bureau. La réceptionniste avait l'air perplexe. D'autres membres du personnel se rassemblaient et chuchotaient. Les clients sortaient de leur téléphone pour enregistrer la scène. Tout le hall observait ce qui se passait. Mon équipe de sécurité est entrée par l'entrée principale. Je les avais appelés avant de revenir à l'intérieur. Ils se sont postés à toutes les sorties. Je me suis tourné vers tout le monde dans le hall et j'ai dit d'une voix forte et claire, « Je m'appelle Kennedy Patterson. Je suis le propriétaire de cet hôtel. » Le silence qui a suivi était absolu. On aurait pu entendre une mouche voler sur ce sol en marbre. Les membres du personnel ont poussé des cris étouffés. La réceptionniste est restée bouche bée. Les autres employés se sont regardés sous le choc. Andrew a commencé à reculer. J'ai continué à parler, d'une voix calme et froide. Pendant 18 mois, cet homme a volé mon entreprise. Il a volé l'argent de l'entreprise que mon défunt mari a mis toute sa vie à construire. Il a collaboré avec un membre de ma propre famille pour détruire systématiquement tout ce que nous avions créé ensemble. Andrew tomba à genoux, littéralement, là, dans le hall. « S'il vous plaît, allait-il. S'il vous plaît, je peux vous expliquer. J'étais désespéré. J'avais des dettes. » Gregory dit, « Gregory, l'interrompis-je, va passer une très mauvaise journée. » Je sortis mon téléphone et composai son numéro. Il répondit à la deuxième sonnerie.
Caned, ma chérie? Sa voix était chaleureuse, douce, la voix d'un membre de la famille. Comment vas-tu? Que puis-je faire pour toi? Viens à l'hôtel Phare, ai-je dit d'un ton neutre. Tout de suite. Tout va bien? Tu sembles bouleversé. Viens, Gregory. Nous devons discuter de ton investissement dans l'entreprise. Je pouvais presque l'entendre sourire à travers le téléphone. Il pensait probablement que je l'appelais pour lui demander de l'aide. Je serai là dans 30 minutes. Il a dit que ces 30 minutes lui avaient semblé des heures. La police est arrivée. Je les avais appelés aussi. Ils se tenaient près d'Andrew, qui était assis par terre, la tête entre les mains, complètement brisée. Les membres du personnel chuchotaient frénétiquement. Certains ont essayé de partir discrètement, mais mes agents de sécurité les en ont empêchés. Puis Gregory a franchi la porte d'entrée. Il souriait, sûr de lui, vêtu d'un costume coûteux. Il a vu Andrew par terre, il a vu la police, et son expression a changé. Il a essayé de faire demi-tour, mais mes gardes du corps étaient déjà derrière lui. Je me suis dirigé droit vers mon beau-frère, l'homme qui m'avait tenu la main lors des funérailles de mon mari, qui avait prononcé un éloge funèbre sur la fraternité, la famille et l'amour, qui avait promis de m'aider à honorer la mémoire de mon mari. Tu t'es tenu devant sa tombe et tu as pleuré. Ai-je dit doucement. Tu m'as tenu la main. Tu m'as traité comme un membre de ta famille. Et pendant tout ce temps, tu préparais ça. Le masque de Gregor est tombé. La chaleur a disparu de ses yeux, remplacée par quelque chose de froid et de haineux. C'était un idiot, a dit Gregory, d'une voix aiguë et amère. Mon petit frère, toujours le préféré. Toujours celui qui avait de grands rêves. Tout aurait dû m'appartenir. Je suis l'aîné. J'étais censé hériter de tout de notre père. Mais il a tout laissé à ton cher mari à la place. La vérité a jailli. Des années de jalousie et de ressentiment. Gregory avait toujours envié mon mari, détesté qu'il ait réussi, qu'il ait été heureux, qu'il ait été aimé. Quand mon mari est mort, Gregory a vu une opportunité. Il a attendu que je sois brisé et en deuil. Puis il s'était présenté comme mon aide, mon conseiller, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Et pendant que je me noyais dans le chagrin, il avait prévu de tout voler. Tu es pathétique, Gregory cracha, à te promener dans tes robes bon marché, à faire semblant d'être humble, à vivre dans ce petit appartement triste comme une sorte de martyr. Tu ne mérites pas cet empire. Tu ne l'as pas construit. C'est lui qui l'a fait, et il est mort. Le hall était complètement silencieux. Tout le monde avait entendu chaque mot. Je sentais à nouveau des larmes couler sur mon visage. Mais cette fois, elles n'étaient pas dues à la rage. Elles étaient dues au chagrin, frais et vif. Parce qu'entendre Gregory dire ces choses, l'entendre se moquer de l'homme que j'aimais, c'était comme perdre mon mari une nouvelle fois. Mais je n'ai pas craqué. Je me suis redressé, j'ai regardé Gregory dans les yeux et j'ai dit, « Tu as raison, c'est lui qui a construit tout ça. Et c'est exactement pour ça que je vais le protéger. Messieurs les agents, je vous le laisse. La police a arrêté Gregory sur place. Fraude, détournement de fonds, complot. Ils lui ont passé les menottes, tandis qu'il criait, menaçait de porter plainte et m'insultait de toutes les façons possibles. Je les ai regardés emmener cet homme qui avait été comme un membre de ma famille, et je n'ai ressenti qu'un grand vide. Puis je me suis tourné vers le personnel réuni. 40 personnes se tenaient là, tous les yeux rivés sur moi. Certaines avaient l'air effrayées, d'autres coupables, d'autres encore provocantes. À tous ceux qui étaient au courant et qui sont restés silencieux, j'ai dit clairement, vous êtes licenciés. À tous ceux qui ont traité les clients comme j'ai été traité aujourd'hui, vous êtes licenciés. À tous ceux qui ont permis cette culture où les gens sont jugés sur leurs vêtements et leur apparence, vous êtes licenciés. Videz vos casiers et partez. Certaines personnes ont pleuré, d'autres ont supplié. Certaines ont admis qu'elles soupçonnaient que quelque chose n'allait pas, mais qu'elles avaient trop peur pour en parler. Je comprenais leur peur, mais je ne l'acceptais pas comme excuse. Pas pour cela, pas dans l'hôtel de mon mari. J'ai licencié 40 personnes ce jour-là, puis j'ai fermé l'hôtel pendant 2 semaines complètes. Pendant ces 2 semaines, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a 3 ans. J'ai embauché une toute nouvelle équipe, mais cette fois-ci, je ne me suis pas basé sur des CV impressionnants ou sur l'expérience dans l'hôtellerie. J'ai embauché des personnes qui comprenaient la difficulté, des personnes qui avaient été ignorées, jugées, rejetées. J'ai embauché un ancien sans-abri comme chef portier,
car il savait ce que c'était que d'être invisible. J'ai embauché une mère célibataire comme responsable de la réception, car elle savait ce que c'était que d'être désespérée. J'ai embauché des personnes qui avaient l'empathie gravée dans leur âme par la vie elle-même. Je les ai formés personnellement. Chacun d'entre eux. Je leur ai raconté mon histoire. Je leur ai parlé de mon mari, de nos rêves, de ce que cet hôtel était censé représenter. Je leur ai dit que le luxe ne consistait pas à exclure les gens. Il s'agissait de faire en sorte que chacun se sente important. J'ai pleuré devant eux. J'ai ri avec eux. J'ai constitué une équipe fondée sur le respect et la dignité humaine. 3 mois plus tard, quelque chose de magnifique s'est produit. L'Hôtel Ford est devenu l'hôtel le mieux noté de toute la ville. Les commentaires des clients ont afflué, louant la chaleur, la gentillesse et l'attention sincère dont ils bénéficiaient de la part du personnel. Les revenus ont augmenté, mais plus que cela, je voyais mes employés sourire, vraiment sourire, heureux de venir travailler, fiers de ce qu'ils faisaient. J'ai finalement découvert qui avait envoyé cette lettre anonyme. C'était une femme de chambre nommée Maria. Elle travaillait à l'hôtel depuis 6 ans. Elle avait été témoin de la corruption d'Andrew, mais elle avait trop peur de parler car elle était sans papier et pensait qu'elle serait expulsée si elle causait des problèmes. Elle avait envoyé la lettre anonymement car elle ne supportait pas de voir l'hôtel, qu'elle aimait, être détruit de l'intérieur. J'ai convoqué Maria dans mon bureau et je lui ai dit que je savais qu'elle avait envoyé la lettre. Elle s'est mise à pleurer, à s'excuser, à me supplier de ne pas la licencier. Au lieu de cela, je l'ai promue au poste de directrice des opérations. Je l'ai aidée à entamer les démarches pour obtenir des papiers en règle. Je lui ai dit qu'elle avait sauvé l'entreprise et qu'elle méritait d'être récompensée pour son courage. Aujourd'hui, 3 ans et 1 mois après la mort de mon mari, je dirige 5 hôtels prospères. Gregory et Andrew sont tous deux en prison. J'ai récupéré la plupart de l'argent volé grâce à des procédures judiciaires, mais surtout, j'ai reconstruit la culture de ces hôtels à partir de zéro. Chaque mardi, je porte toujours du bleu marine. Je me promène dans chaque hôtel en tenue simple, je m'assois dans les halls, j'observe comment le personnel traite les clients. Je m'assure que nous respectons la vision de l'entreprise, que personne d'autre ne se fait gifler parce qu'il a l'air pauvre, que le rêve de mon mari reste vivant tel qu'il le souhaitait. Cette gifle qu'Andrew m'a donnée a été le signal d'alarme dont j'avais besoin. Elle m'a montré que le succès m'avait aveuglé. J'étais tellement concentré sur la croissance de l'entreprise, sur le fait de prouver que je pouvais y arriver seul, que j'avais cessé de prêter attention à la culture au sein de mes propres entreprises. J'avais embauché les mauvaises personnes. J'avais fait confiance aux mauvais membres de la famille. J'avais failli tout perdre parce que j'étais trop accablé par le chagrin pour voir ce qui se passait juste devant moi. Mais j'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. Il n'est pas nécessaire d'être cruel pour être fort. Il n'est pas nécessaire d'oublier d'où l'on vient pour aller de l'avant. Et la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, les personnes qui se soucient vraiment de vous sont celles qui restent à vos côtés quand tout le monde vous abandonne. Des personnes comme Maria, qui ont tout risqué pour faire ce qui était juste. Mon mari disait souvent que le vrai luxe, c'est de traiter tout le monde comme s'il méritait votre temps, votre attention et votre respect. Il avait raison. Il avait toujours raison. Et aujourd'hui, 3 ans après sa disparition, je dirige enfin notre entreprise comme il l'aurait souhaité, avec humilité, gentillesse et compréhension, sachant que chaque personne qui franchit notre porte a une histoire, des difficultés et une dignité qui méritent d'être respectées. Cette gifle a tout changé. La douleur m'a conduite à la vérité. La trahison m'a rendue plus forte. Et aujourd'hui, je peux regarder la photo de mon mari accrochée au mur de mon bureau et dire en toute honnêteté que j'ai tenu ma promesse. J'ai réalisé notre rêve et je ne les ai jamais laissés me changer. Si cette histoire vous a ému, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a été trahi ou sous-estimé. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà découvert une trahison choquante? Comment l'avez-vous gérée? Je lis tous les commentaires et j'aimerais beaucoup connaître votre histoire. N'oubliez pas, restez humble, restez fort et ne laissez personne vous voler votre rêve. Ne jugez jamais les gens sur leur apparence, car vous ne savez jamais à qui vous avez vraiment affaire. Traitez tout le monde avec respect et dignité, car c'est ce qui nous distingue des personnes qui ne se soucient que des apparences. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être là.
À bientôt pour la prochaine vidéo.